Et voilà, bah alors c'est parti, on démarre ce webinaire. Donc, bienvenue à tous, maintenant que tous les réglages techniques sont au point. Moi, je suis ravie d'être là ce soir. C'est une thématique que j'aime beaucoup. Il y a plein de choses à dire. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir partager plein de choses avec vous. Donc, pour tous ceux qui nous suivent en direct, on a donc le chat que vous pourrez utiliser pour poser vos questions. Je les regarderai plutôt en fin d'exposé. Et avant ça, eh bien, on va aborder différentes choses. Donc, le webinaire de ce soir est consacré à la nutrition pendant la grossesse. Il s'adresse spécifiquement aux professionnels de la grossesse, donc que vous soyez kiné, sage-femme, doula, nutritionniste, gynécologue, peu importe, si vous êtes en contact avec les femmes enceintes, ben voilà, ça s'adresse à vous. C'est pour vous que ce webinaire est organisé. Petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Véronique de Clercq. Je suis formée en nutrithérapie au CFNA et en lifestyle medicine à l'Université d'Harvard. J'enseigne les matières de préconception et grossesse au CFNA aux étudiants en nutrithérapie et je fais partie de l'UDNF qui est notre union professionnelle et active dans les commissions thématiques. Alors, à côté de mes consultations, j'ai aussi créé Alimentation Joyeuse, qui se veut être une plateforme, un blog de diffusion de bonnes pratiques alimentaires. C'est de donner envie aux gens de manger sainement, de façon simple, accessible, réaliste, compatible avec la vraie vie. Et je fais ça avec une newsletter tous les dimanches, et également des e-books, des formations, voilà, toutes sortes de choses. Alors, le programme pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, on va voir différentes choses. D'une part, on va voir comment aborder les conseils alimentaires dans le cadre de vos spécialités. Donc, le but ici, c'est pas de faire de vous des spécialistes de la nutrition pendant la grossesse, mais vraiment de vous montrer qu'on peut intégrer des conseils pertinents aussi dans le cadre de vos accompagnements. Et voilà, parfois on se dit, ben, par où est-ce qu'on approche le problème? On va voir ça. J'ai aussi choisi 5 thématiques spécifiques pour sensibiliser les femmes enceintes à leur alimentation. C'est vraiment des angles d'approche différents avec 5 thématiques qui selon mon expérience, suscite bah, le plus d'intérêt, de questions, d'interrogations. Donc là, on va vraiment aller parler au niveau du contenu, qu'est-ce qu'on peut leur dire, leur donner comme conseil. Il y a aussi des pièges à éviter quand on veut donner des conseils, on va les aborder, je vous dirai comment les éviter. Puis je vous donnerai un petit mot aussi de où aller chercher les infos et je répondrai à vos questions. Alors, on va commencer par le côté les pièges et les raccourcis. Alors, ce que vous voyez là, le côté il faut manger équilibré, il faut manger de tout, varié, limiter les sucres, ne pas sauter de repas. C'est pas que c'est pas vrai, c'est en soi, c'est des bons conseils. Mais il y a un piège dans tous ces conseils-là, c'est qu'en fait, il s'agit de généralité. Et dans les généralités, eh bien, 8 fois sur 10, en fait, soit on ne se sent pas concerné, et donc ce pas des conseils qui vont mener à l'action. Soit, bah, peut-être quand même qu'on va finir par dire, ouais, c'est vrai que j'aurais quand même mangé un peu plus équilibré. Et puis là, et je le vois en consultation, je veux dire quotidiennement, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui vont faire des efforts, mais qui vont pas les faire sur les bonnes choses. Euh, donc ça, c'est dommage parce qu'au final, bah, on a perdu cette occasion de faire un changement bénéfique. Euh, L'idée ici, et pour vos pratiques, c'est, alors en nutrition, vous allez voir, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses qu'on peut changer, et quelque part, on n'a jamais fini. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte ici, c'est dire quel est le conseil qu'on va pouvoir donner sans être exhaustif, sans chercher à tout donner, à tout raconter, mais plutôt de choisir ce qui est le plus pertinent pour la femme que vous avez en face de vous à tel moment dans sa grossesse, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire comme petit changement concret, réaliste et qui va avoir de l'impact. Et ça, avec les généralités, ben, en fait, ça marche pas très bien. C'est pas que c'est faux, hein, ces conseils. Je dirais plutôt que même ils sont statistiquement vrais. Mais
En consultation, on n'est pas dans la statistique. En consultation, c'est l'occasion pour vous de, voilà, de personnaliser, d'aller chercher quelque chose qui est vraiment plus impactant, qui va faire la différence pour la femme que vous avez en face de vous, pour elle spécifiquement. Et puis, en fait, on n'a pas... Alors, ces conseils-là, oui, pourquoi est-ce qu'on les entend souvent? Parce que c'est général, mais quelque part, ça englobe beaucoup de choses. Et comme ça, on dit, ben voilà, si on dit qu'un truc, on a peur peut-être de ne pas être complet. Mais en fait, ben moi, mon message vis-à-vis de vous, c'est aussi ça, c'est n'ayez pas peur de donner seulement une partie de l'info, parce qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est vraiment que il y a une action qui suive par derrière. Et que si on reste dans des choses trop globales, finalement, ça ne va pas avoir tellement d'impact que ça. Donc, n'ayez pas peur dans vos conseils d'aller sur des choses qui sont plus spécifiques, plus pointues, parce qu'elles auront plus d'impact. Et comment choisir la bonne info, ben ça, je vous dirai ici voilà, comment aboutir et comment déceler ce qui aura le plus d'impact. Donc, éviter de tomber dans les généralités, c'est vraiment un gros piège, surtout parce que généralement, ça reste lettre morte et ça, c'est dommage. Alors, quand je vous raconte ça, vous vous demandez peut-être, oui, mais est-ce que c'est vraiment notre rôle après d'engager aussi sur la facette nutritionnelle? Alors, pour moi, la réponse à cette question, c'est un grand oui, évidemment. C'est la raison pour laquelle j'organise ce webinaire, que ouais, je mets d'autres choses en place aussi pour donner cet accès à ce bagage nutritionnel. C'est pour éviter qu'on reste chacun cloisonné dans nos spécialités. L'alimentation pendant la grossesse, alors c'est un sujet passionnant, mais c'est aussi un sujet qui est très impactant. Euh, Ce qu'on va pouvoir mettre en place, et c'est pas tellement compliqué. La mise en pratique, c'est pas qu'on est sur des potions hyper bizarres ou qu'il faut acheter des aliments compliqués. En fait, ça reste vraiment accessible. Mais il faut le mettre en place et il faut l'adapter aux besoins de la grossesse. Et là-dedans, ce côté d'intégrer aussi les aspects nutritionnels, ben, ça permet, de faire en sorte que la grossesse passe mieux, de optimiser aussi tous les paramètres pour faire en sorte qu'on ait un accouchement dans les meilleures conditions possibles, mais surtout, le levier qu'on a pendant la grossesse, c'est qu'on va avoir un impact avec des petits changements pendant la grossesse, même encore au-delà de la grossesse, toute l'enfance et même jusqu'à l'âge adulte. On a de plus en plus d'études qui mettent ça en avant, c'est que ce qui se passe, donc la nutrition maternelle pendant la grossesse, a un impact sur, par exemple, les allergies de l'enfant pendant l'enfance, mais aussi son risque de surpoids à l'âge adulte, le risque de développer certaines maladies dégénérative, même dans sa vieillesse. Donc on a un levier sur 9 mois, on a un levier sur toute une vie, et ça, c'est juste extraordinaire. Et donc pour moi, c'est le message ici, c'est de dire ne restons pas cloisonnés. Parce que oui, évidemment, toutes les femmes auraient intérêt à avoir un suivi nutritionnel spécifique pendant leur grossesse. Mais on sait très bien que c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas réaliste, c'est pas accessible à tout le monde. Et donc, même si dans le cadre de vos accompagnements à vous, et même si vous faites tout à fait autre chose, mais que vous voulez greffer là-dessus des conseils nutritionnels pertinents, eh bien, vous pouvez déjà aussi, grâce à ça, engager des changements vraiment très bénéfiques. Donc oui, c'est aussi votre rôle. Et puis s'il y a des questions, si les femmes euh, arrivent chez vous et abordent certaines choses, là, ce serait quand même vraiment dommage de nouveau tomber dans les généralités et de répondre avec ben, voilà, une réponse générale qui englobe tout, mais qui finalement ben, voilà, ne mène pas à des vrais changements. Donc, c'est aussi pour répondre de façon impactante. Alors, je vous disais, l'enjeu est majeur pour toutes les femmes et j'ai été chercher quelques études. Alors, je ne vais pas vous les détailler ici, mais simplement pour vous montrer que ici, c'est donc une méta-analyse, ça veut dire une analyse de plein d'analyses qui a pu mettre en évidence quel était enfin, tous les impacts de la nutrition de la mère pendant la grossesse et les implications que ça a au niveau de la structure et du fonctionnement du développement du cerveau,
avec des influences long terme au niveau neuropsychique, au niveau cognitif, au niveau comportemental chez les enfants. Et là, la petite image ben, illustre toutes sortes de nutriments qui vont avoir de l'impact. Donc, il ne faut pas chercher à tout décortiquer là-dedans. En tout cas, ce n'est pas l'objet ici, mais c'est vraiment pour vous illustrer qu'on a ce levier extraordinaire pour la suite et pas que pour un bon déroulement de la grossesse. Alors, comment est-ce qu'on pourrait aborder ce sujet en consultation? Est-ce que voilà, il faut obligatoirement faire une anamnèse complète pour avoir une bonne image de tout ce qui, enfin, des habitudes alimentaires, santé de la femme? Non, pas spécialement. Parce que je pense que déjà matériellement, à mon avis, vos consultations, vos accompagnements, ils sont déjà bien denses. En tout cas, moi, je trouve que le timing, c'est toujours un challenge dans les consultations. Donc, non, c'est pas du tout incontournable de faire cette analyse, cette anamnèse complète. Et je vous propose plutôt deux approches pour engager la thématique de la nutrition. Pour ça, j'ai listé quelques thèmes qui, le plus souvent, ben voilà, sont l'objet de questions. Et il y a aussi la question magique. Alors, on va détailler les deux points. Premièrement, annoncer les sujets qui pourraient être abordés. Et donc là, j'ai fait un petit document et j'ai mis bah, simplement voilà, la question de la glycémie. C'est pas que pour le diabète de grossesse. C'est quoi la prise de poids idéale? Comment est-ce qu'on peut se protéger de tout ce qui est polluant? Le fer, le zinc, c'est important, mais qu'est-ce qu'il en est exactement? Quelle est la place de la viande? Ou c'est quoi les quantités? En quoi est-ce que je dois manger plus ou moins ou différemment pour combler les besoins de la grossesse? Alors, j'en ai juste choisi quelques-uns. Je les mets sous forme de document et ce petit document, je vous l'enverrai. Donc, il est en PDF, je vous l'enverrai avec le replay du webinaire. Et le but, c'est ben, si vous remettez un dossier à vos patientes, à vos clientes, ben, vous pouvez l'imprimer et la rajouter dans le dossier. Vous pouvez l'afficher quelque part dans votre cabinet, dans votre salle d'attente, peu importe. On tend une perche. On tend une perche et vous voyez. Comme ça, on n'a pas toutes les mêmes sensibilités et toutes les femmes que vous accompagnez ne vont pas nécessairement être attirées par l'une ou l'autre thématique. Et comme ça permet vraiment de lancer plusieurs sujets et de voir finalement, peut-être qu'elle va vous dire, ah oui, mais j'ai vu, tiens, c'est vrai, j'ai une amie qui a eu le diabète de grossesse, qu'est-ce que je peux faire pour l'éviter? Peu importe. Donc c'est vraiment, on tend une perche et on voit qu'est-ce qui peut, quel est le sujet finalement qui accroche. Et sur base de ça, ben, on enclenche et on donne les conseils. Donc ça, c'est une chose. C'est une méthode, j'ai envie de dire, indirecte, mais qui fonctionne très bien, surtout si vous avez déjà beaucoup de trucs et que vous pouvez simplement ajouter ça sans y passer d'emblée beaucoup de temps. Et comme ça, vous avez vraiment l'angle, enfin, la porte ouverte pour répondre aux questions sur une thématique qui les intéresse. Parce qu'il y a de ça aussi. Peut-être que les femmes que vous accompagnez, vous allez dire, ouais, mais en fait, elle aurait vraiment intérêt à changer quelque chose dans son alimentation, mais si elle vient pas pour ça chez vous, parfois c'est compliqué de dire, ouais, j'aimerais bien lui parler de ça, mais en fait, elle vient pour autre chose. Est-ce que du coup, elle sera réceptive? Et c'est une question qui est tout à fait pertinente. Et donc, le fait de déjà annoncer des sujets sans d'emblée dire, ah oui, mais je voudrais que voilà, vous changiez ça, ça et ça. C'est de façon un peu plus douce et en fait plus efficace in fine aussi. Alors, deuxième approche, c'est la question magique. Alors, la question magique, je la pose dans toutes mes consultations. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui sont déjà venus en consultation, je suis sûre que vous l'avez eu, cette question, parce que je la trouve super intéressante. Et donc, qu'est-ce que je demande? Je dis en fait dans mes accompagnements, première consultation en général, mais peu importe, ça peut être quand vous voulez dans le cadre de vos accompagnements. Je leur dis, voilà, en deux, trois mots, si vous deviez me dire ce que vous faites de bien et ce que vous faites de moins bien dans votre alimentation, qu'est-ce que vous diriez? Et là, vous allez voir. Vous allez voir que soit vous avez une personne en face de vous qui a vraiment bien cerné en disant oui, ça je fais bien, mais je sais que voilà, il y a un peu trop de sucre ou mes boissons, c'est pas au top ou voilà, qui va déjà vraiment avoir ciblé ce qu'il faut. Là, facile, ben, on peut embrayer là-dessus. Soit vous avez aussi des situations où
vous avez une personne qui va vous décrire ce qu'elle fait bien, ce qu'elle fait moins bien, et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, elle se trompe de combat. Typiquement, pendant la grossesse, euh, qu'est-ce que vous faites de bien, qu'est-ce que vous faites de moins bien? Ah, avec mon compagnon, on a commencé à réduire notre consommation de viande. Et là, moi, déjà, c'est OK, bon, la grossesse, c'est pas spécialement le meilleur moyen de limiter ou supprimer la viande. Alors, s'il y a d'autres choses par ailleurs, plus de légumes, etc., OK, on va embrayer là-dessus, mais on sait déjà que il y a peut-être des infos à donner quant aux besoins de la grossesse. Et donc là aussi, hop, vous avez tout de suite un accès en fait à quelque chose qui va être super pertinent pour votre femme. Et pourquoi j'insiste sur ce côté impactant, pertinent? Parce que vous n'aurez pas 15 consultations 100% dédiées à la nutrition sur la grossesse. Donc on se doit quelque part de choisir ce qu'on va dire et du coup d'avoir choisi la bonne info pour que il y ait une action qui suive avec ça. Parce que si on donne des infos et que finalement ça reste des informations et que c'est pas traduit dans la pratique, forcément ça va rien changer. Donc voilà, deux façons de insérer cette thématique de la nutrition pour vous dans le cadre de vos accompagnements, la question magique ou le petit fichier et ça je vous l'enverrai donc avec le replay aussi. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, au niveau du contenu. Donc j'ai choisi pour discuter ici 5 thématiques dans lesquelles je vais vraiment vous donner, on va dire, des petites pépites, des petites capsules d'infos super concrètes en espérant que vous puissiez déjà les utiliser concrètement dans vos accompagnements. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la thématique de manger pour deux et quelle est l'augmentation réelle des besoins. On va voir aussi le côté viande versus végétarien avec les questions des protéines, du zinc, du fer et comment on y répond. L'importance de la glycémie et c'est évidemment lié au diabète de grossesse, mais pas que. Et il y a vraiment une question cruciale dans cette stabilité de la glycémie qui n'est pas liée au diabète de grossesse, qu'on oublie souvent. La question des toxines et des polluants est deux façons de s'en protéger sur lesquelles on peut agir. Et puis la perte de poids la prise de poids pendant la grossesse. Et là, c'est les infos où après, quand j'ai les femmes en postpartum ou même plusieurs années après qui me disent, oui, mais ma grossesse, j'ai vraiment pris beaucoup de poids. Puis j'explique un peu les mécanismes, etc. Et puis là, mais si on m'avait dit ça avant, j'aurais fait différemment. Donc voilà, vous aurez l'info de tout ce qu'on aurait aimé savoir avant les prises de poids trop importantes pendant la grossesse. On commence par la première thématique, donc le fait de manger pour deux. Alors dans cette thématique, on va aborder la notion donc, de quantité, les besoins en calories, aussi le côté hormones de faim, hormones de satiété, comment est-ce qu'on peut s'y fier ou non. La question de la quantité de protéines qui évolue au fil de la grossesse, et puis la petite parenthèse, mais qu'est-ce qu'il en est des envies, fais-toi plaisir, etc. Alors, au niveau des calories. Donc oui, il y a une augmentation des besoins quantitatifs, donc des calories globales pendant la grossesse par rapport à en dehors de la grossesse. Mais c'est à relativiser. De un, c'est à relativiser par rapport au point de départ. Une femme qui est en surpoids au début de sa grossesse ou avant sa grossesse, c'est pas la même chose qu'une femme qui est en équilibre ou plutôt côté maigre. Alors, de manière théorique, on a quantifié ça et on sait qu'en début de grossesse, déjà, il n'y a pas de changement. On est sur une petite augmentation de 100 calories sur, on va dire, le fin du premier trimestre et au-delà. Mais 100 calories, honnêtement, ça ne se remarque pas. Et puis, en fin de grossesse, là, ça peut être plus marqué, de 250 jusqu'à 400 calories. Mais donc, ça veut dire que si vous avez une femme qui vous dit début de grossesse, ah oui, je sens vraiment que je suis en train de fabriquer un bébé, j'ai vraiment besoin de manger beaucoup plus, ah, c'est que c'est autre chose. C'est que c'est pas vraiment lié aux besoins quantitatifs de la grossesse. C'est peut-être parce que les repas sont pas bien équilibrés, qu'elle n'a pas les bons nutriments, donc c'est peut-être autre chose. Aussi, et on va le voir juste après, cette augmentation de quantité ben, elle reflète quoi en fait? Quels sont les types de calories qu'on doit augmenter pour répondre aux besoins de la grossesse? Et ça, on va le voir juste après.
Donc, comment est-ce que on peut justement se fier ou pas à ce ressenti de oui, j'ai faim, je mange plus, ou ben voilà, j'arrive à aussi écouter ma faim, quand je suis rassasiée, je m'arrête. Ben, ça, c'est clairement le rôle des hormones de faim et de satiété. En théorie, c'est nos meilleurs repères, nos meilleurs guides pour dire ben, t'as faim, tu manges, t'as plus faim, tu t'arrêtes. Ça, c'est les hormones qui gèrent ça. Mais il y a des choses qui les perturbent. Et ce qui peut perturber le ressenti qu'on peut avoir via ces hormones-là, c'est la fatigue. La fatigue, le manque de sommeil. En fait, dès qu'il y a euh, un manque de sommeil ou une fatigue, ça va dérégler les hormones, dans le sens de augmenter l'hormone de faim, donc augmenter la production de la gréline, qui est l'hormone de faim, et écraser l'hormone de satiété, qui est la leptine. Et en fait, probablement que vous avez déjà vécu ça aussi. Après une nuit blanche, souvent le lendemain, c'est une journée où on a une petite faim tout le temps, on grignote de tout, on a toujours envie de manger quelque chose, on n'est jamais vraiment rassasié. Bon, ça, évidemment, c'est à l'extrême, mais déjà avec une mauvaise nuit ou une difficulté à récupérer, eh bien, on peut déjà en fait avoir ce déséquilibre. Et donc, à ce moment-là, vraiment se fier aux hormones de faim et de satiété, ben, ce n'est pas le bon repère. Et on va être attiré par ben, manger plus, mais en fait, pas parce qu'on a besoin de plus de nutriments, juste parce qu'on essaye de compenser une fatigue ou un manque de sommeil. Et ça ne marche pas vraiment avec l'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les équilibrer? Parce qu'il y a aussi ce côté-là, en disant, OK, si vous avez une femme qui vous dit, j'ai faim tout le temps alors qu'elle est en début de grossesse et qu'au niveau de ce besoin quantitatif, ça ne doit pas être si énorme que ça, ben, on peut déjà voir que rééquilibrer son assiette en faisant en sorte d'avoir des féculents complets, sans doute en quantité un peu plus petite, mais par ailleurs augmenter les légumes et les protéines de qualité, ça peut déjà changer énormément de choses par rapport au ressenti, par rapport au confort en fait dans l'alimentation et d'avoir ces signaux de faim et de satiété qui sont beaucoup plus nets et beaucoup plus fiables. Donc, ce qui les équilibre, on commence du côté des féculents, on prend les féculents complets, on les réduit un petit peu, on augmente les légumes et les protéines. Et on n'a pas peur du gras, on a besoin de gras, mais il faut les bonnes graisses. En deux mots, si vous êtes déjà sur de l'huile d'olive, il n'y aura pas moyen de faire des bêtises avec ça. OK? Donc ça, c'est pour ce côté vraiment ressenti. Alors, encore toujours sur cette thématique, il y a la question des protéines. Les protéines dans l'alimentation, c'est ce qui donne à notre corps les ingrédients, la matière première pour fabriquer les cellules. C'est les blocs de construction. Pendant la grossesse, on est sur une production hyper rapide, hyper importante de plein de cellules. On multiplie des cellules à un rythme comme jamais en fait en dehors de la grossesse parce que on fabrique un bébé. Et donc, on comprend déjà que si on a besoin de plus de blocs de construction, on a besoin de plus de matières premières, et donc il va y avoir un changement au niveau des protéines. Et là, en fait, vous avez un des changements majeurs de l'alimentation pendant la grossesse par rapport en dehors de la grossesse, c'est la question des protéines. Si on devait partir d'une alimentation parfaite avant la grossesse, alors c'est jamais le cas, mais disons qu'on est déjà sur une situation qui est hyper bien équilibrée, eh bien, un des plus gros changements va être au niveau des protéines. Et ce que vous voyez à l'écran avec le 1 gramme, 9 grammes et 28 grammes, eh bien, c'est l'augmentation des besoins en protéines. Premier trimestre, 1 gramme de protéines supplémentaires, c'est pas énorme. Deuxième trimestre, 9 grammes de protéines supplémentaires. Ça commence déjà à avoir quand même de l'impact. Pour vous donner une idée, 9 grammes de protéines, ça correspond soit à 3 cuillères à soupe de purée d'amande, soit à 3-4 cuillères à soupe de graines de potiron, soit à environ un œuf et demi. Et là, je parle de en plus, hein. Donc, si on est sur une bonne base, ben ça, c'est les besoins supplémentaires. Troisième trimestre, on parle de 28 grammes. 28 grammes de protéines, c'est costaud. Euh, donc là, c'est aussi tout l'intérêt, si on a l'occasion de déjà commencer à équilibrer les choses avant, pour s'assurer d'être sur les bons apports de protéines. Euh, donc 28 grammes de protéines, c'est un bon 100 grammes de viande ou poisson.
c'est 2 œufs plus 50 grammes de pâte d'amande et un peu de yaourt. Donc il y a quand même, voilà, ça commence à prendre de la place en fait dans l'alimentation. Et justement, ben, l'augmentation des calories et l'augmentation des besoins en quantité globale dans la grossesse, ben, ça vient d'où? Ça vient de là. Ça vient de ces protéines dont on a plus besoin. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on a besoin de plus de quantité pendant la grossesse. Donc, quand on dit oui, il y a un besoin calorique augmenté, c'est vrai. Mais si on augmente juste tout un petit peu, ben, en fait, on tape un peu à côté des vrais besoins. Donc, la question des protéines, c'est un vrai enjeu. C'est pas toujours évident à atteindre, surtout avec les bons aliments. On ne veut pas non plus voilà, qu'on commence à manger plein de viande hyper transformée, inflammatoire, etc. Mais donc, il y a quand même ce point d'attention pour les protéines. Alors, dernier point, le côté, est-ce que c'est une faim ou est-ce que c'est une envie? Alors, il y a un petit test pour ça et je vais l'illustrer ici. En fait, pour savoir si cette faim pendant la grossesse, est-ce que c'est juste un besoin de compenser quelque chose, une envie, ou est-ce que c'est un vrai besoin d'être nourri? Bah, vous dites, voilà, ok, pour faire la distinction entre les deux, pour savoir si c'est vraiment un besoin d'être nourri, vous dites, ok, j'ai faim, ben, je peux manger des bâtonnets de carottes, concombres, dippés dans du houmous. Si là, la réponse est oh non, mais j'ai pas faim pour ça, alors là, en fait, on a déjà l'orientation de s'agirait plutôt de peut-être un manque de sommeil ou de stress ou quelque chose à compenser. Donc, une faim vraiment d'être nourri, en gros, on peut manger un vrai repas, des vrais aliments et pas juste des chouettes aliments. Alors, évidemment, si vous avez quelqu'un qui dit, oui, mais moi, je déteste le houmous, bon, ça va pas marcher. Mais on pourrait avoir la même chose avec des fruits, un fruit entier, une poignée d'oléagineux. Donc ça, il y a aussi moyen, plutôt que de se dire, non, non, mais moi, j'ai juste envie de la petite gaufre, quoi. Là, on sait que c'est pas une vraie faim au niveau des nutriments, que c'est plus un côté compensation de quelque chose. Alors, je suis pas en train de dire qu'on peut plus manger de gaufre pendant sa grossesse. Mais c'est intéressant aussi de pouvoir faire cette différence, distinction entre qu'est-ce qui est une vraie faim liée à un besoin nutritionnel et qu'est-ce qui l'est moins. Alors, qu'est-ce que je veux dire aussi par joindre l'utile à l'agréable? En fait, s'il y a vraiment une faim nutritionnelle justifiée, ou même si c'est pas justifié, si c'est plutôt de la compensation ou des petites faims, je veux dire, intempestives, quitte à manger quelque chose, autant manger ce qui, au global, dans l'alimentation, fait peut-être le plus défaut. Et donc là, peut-être pour certaines, ce sera justement les légumes, et donc pourquoi pas prendre quelques légumes en bol de soupe. Pour d'autres, ce sera peut-être justement les protéines. Alors, on peut très bien dire, bah, écoute, si tu as une fringale, hop, tu prends un œuf dur, par exemple, un truc facile, on pourrait faire ça. Peut-être que pour d'autres, c'est plutôt le côté fibre avec les protéines. S'il y a un peu de constipation, bah, on va donner peut-être quelque chose à base de graines qui peuvent aider dans le transit. Donc, on peut utiliser aussi ces moments-là pour faire d'une pierre deux coups. C'est ça que je veux dire entre joindre l'utile à l'agréable. Alors, deuxième thématique, viande ou végétarien? Alors, dans cette thématique, on va voir la question donc du zinc, du fer, de l'absorption de ces minéraux, de nouveau le fameux apport de protéines, de la qualité des aliments et des oméga 3. Ouais, ça, j'y viendrai après. Alors, quand on parle de la grossesse, de la consommation de viande ou plutôt le côté végétarien, il faut qu'on aborde les minéraux zinc et fer. Le zinc, c'est un minéral capital pendant la grossesse. Le zinc, on en a besoin pour copier l'ADN. Donc, quand on multiplie des cellules dans une grossesse, quand on fabrique un bébé, ben, chaque cellule qu'on va multiplier, aura un noyau et le noyau contient l'ADN. Eh bien, pour qu'on puisse recopier cet ADN, on a besoin de zinc. Le petit nom du zinc, on dit que c'est le bouton à photocopieuse d'ADN. Ça veut dire que si on manque de zinc, ben, on ne peut pas reproduire convenablement l'ADN et donc ça va freiner
la multiplication des cellules. Des gros déficits en zinc, c'est vraiment des facteurs de retard de croissance importants pendant la grossesse. Donc le zinc, hyper important. Où est-ce qu'on trouve le zinc? Dans toute une série d'aliments. Alors, d'office, dans tout ce qui est protéines animales, donc que ce soit la viande, la volaille, le poisson, les œufs, le fromage, etc., vous avez du zinc. Il y a aussi du zinc dans certains végétaux comme les légumineuses, les céréales complètes, les lentilles, par exemple. Mais l'absorption n'est pas la même et ça, je vais y revenir juste après. Pour le faire, également très important le faire, mais il faut viser juste pour le faire. Pour le faire, on ne veut ni trop ni trop peu. Alors de manière générale, s'il y a des sages-femmes ou des médecins qui écoutent ici et que vous faites les prises de sang, je pense que la plupart du temps, c'est plutôt le fer qui est un peu trop bas que beaucoup trop haut. Euh, donc n'hésitez pas à me faire part de vos impressions et de répondre dans le chat si vous voulez partager quelque chose à ce sujet-là. Donc le fer, il vient d'où dans l'alimentation? Il vient essentiellement de la viande rouge, en gros viande rouge et boudin noir. Alors de nouveau, oui, il y a du fer dans d'autres végétaux aussi, mais de nouveau, c'est une question d'absorption. Et donc pour bien absorber, que ce soit le zinc ou le fer, on est mieux avec les sources animales. Euh, les sources végétales, en fait, elles sont accompagnées de beaucoup de fibres, ce qui rend l'accès après au corps aux minéraux plus difficile. C'est pour ça que je vous disais au tout début d'exposer ici que de dire ben, quelqu'un qui veut justement devenir végétarien pendant sa grossesse, c'est pas tellement le bon moment. Alors, il y a moyen de s'en sortir en étant végétarienne pendant sa grossesse. C'est un petit peu plus compliqué. Ça demande vraiment de monitorer un petit peu mieux tout ce qui est apport au niveau minéraux et protéines, mais il y a moyen. Mais tant qu'à faire, c'est la période pendant laquelle, en fait, ces types d'aliments-là, si on les choisit bien, auront vraiment un rôle. Donc, pour l'absorption, on préfère les sources animales. Le zinc, toutes les sources animales, le fer, spécifiquement la viande rouge et le boudin noir. Les autres, c'est pas vraiment significatif. Donc, si vous avez une femme qui manque de fer, s'il faut cibler, on va dire, bah, OK, il faut manger plus de viande rouge et la cuisson n'a pas d'importance. Donc, ça, les minéraux ne sont pas sensibles à la cuisson, ça peut être cuit. C'est important justement au niveau minéraux et plutôt les sources animales, ben, quelque part, ça nous aide aussi avec l'apport de protéines. Parce que les sources animales de protéines, par exemple la viande, la volaille, le poisson, contiennent plus de protéines par 100 grammes d'aliments que la plupart des végétaux. Pour vous donner une idée, vous avez 100 grammes de poulet, ça vous donne entre 25 et 30 grammes de protéines. Vous avez 100 grammes de quinoa cuit, ça vous donne 4 grammes de protéines. Vous avez 100 grammes de lentilles cuites, ça vous donne 9 grammes de protéines. Donc, vous voyez, il y a quand même une différence importante. Là où on a un allié extraordinaire, c'est auprès des graines et des noix. 100 grammes d'amandes, c'est 20 grammes de protéines. Donc, vous voyez, on est déjà sur des apports qui peuvent être plus importants, plus significatifs. Et donc, c'est l'intérêt aussi dans l'alimentation d'aller chercher ces sources-là. Mais on peut cibler en fonction de la demande. Je vous avais dit, on ne va pas tout faire, on ne va pas vouloir être exhaustif. Ben, s'il y a un manque de fer, on cible sur la viande rouge. S'il y a un manque de protéines et quelqu'un qui aime vraiment pas trop la viande et que vous voyez que c'est difficile de ce côté-là, hop, vous encouragez les graines, les noix, etc. Alors, je voulais aussi aborder la question de la qualité des protéines et surtout évidemment si on est sur les protéines animales. Pourquoi est-ce qu'on entend tellement dans les injonctions santé de moins de viande? C'est parce que souvent, déjà, ce n'est pas les bons types de viande. On est sur des viandes qui sont transformées et on est sur finalement des viandes qui sont de piètre qualité parce que en fait, c'est les conditions d'élevage des animaux. Si les animaux n'ont pas été bien traités, n'ont pas été bien nourris, avec plein d'additifs, antibiotiques, etc., bah, ça se retrouve aussi dans la viande. Et donc, pendant la grossesse, on essaye vraiment d'aller choisir des pièces de qualité. Alors, des qualités, ça veut dire quoi? Ça veut dire des viandes non transformées. C'est vraiment la simplicité, en fait. On va chercher le blanc de poulet plutôt que le nugget. On va chercher l'escalope de veau plutôt que, je sais pas moi, la saucisse,
quelque chose de pané, que sais-je. Donc vraiment des choses simples d'une part, donc des pièces de viande simples, et en termes de qualité, plutôt, alors soit bio, soit pas nécessairement le label bio, mais la philosophie de qualité qui se cache derrière. Alors, au niveau oméga 3, là, on va plutôt parler des poissons. Super intéressant les poissons, avec de nouveau un petit mais qu'il va falloir gérer. Alors, pourquoi est-ce que c'est super intéressant les poissons? Parce que c'est une très bonne source de protéines et que c'est une très bonne source de zinc. Et les petits poissons gras type sardines, maquereaux, anchois, en plus de ça, ils ont aussi des oméga 3. Ça, hyper intéressant, et c'est là que j'avais encore cette étude ici à vous montrer. Là, on a pu lier au DHA. Le DHA, c'est un type d'oméga 3 qu'on trouve dans les poissons et montrer qu'un déficit de ça va avoir des conséquences néfastes sur le bon déroulement de la grossesse. La ligne du dessus, on remet en évidence le fait que la nutrition de la mère pendant la grossesse euh, aura un impact sur le développement de l'enfant au niveau cognitif, au niveau moteur, au niveau parole et au niveau socio-émotionnel. Donc là, de nouveau, ça montre à quel point ces petits changements peuvent vraiment avoir de l'impact. Et en ce qui concerne les oméga 3, bah, ça serait plutôt de dire, ce serait le moment de nous faire acheter une petite boîte de sardines, une boîte de maquereaux, voir si vous aimez, et hop, réintroduire ça dans l'alimentation. Alors, je vous disais aussi, on va devoir gérer un petit bémol, c'est que, on est aussi confronté à la problématique de la pollution. Les mers sont polluées et donc les poissons sont pollués. Et donc pendant la grossesse, on aimerait bien manger plein de poissons, mais en fait, on ne peut pas à cause du facteur de pollution. Donc on va vraiment se limiter aux petits poissons gras qui sont moins pollués et qui cochent plus de cases au niveau nutritionnel, parce qu'on a l'apport de protéines, l'apport de zinc et en plus les oméga 3. Et donc là, on est plutôt sur quelques fois par semaine, mais pas non plus tous les jours, où ce serait entre une et trois fois sur la semaine pour les poissons. Les très gros poissons comme le thon, par exemple, maintenant, on le déconseille aux femmes enceintes. Pas parce que c'est pas un bon aliment, c'est top, c'est riche en oméga 3, riche en zinc, riche en protéines, mais comme c'est un gros poisson prédateur, il mange tous les autres, et donc c'est lui qui concentre les toxines, les polluants, les métaux lourds de tous ceux qu'il a mangés et que bah, si c'est nous qui le mangeons, ça apporte ça aussi. Donc on est un petit peu plus strict de ce point de vue-là pour les femmes enceintes au niveau de ce côté pollution. Mais les oméga 3 sont vraiment importants. Alors, je ne vais pas le détailler ici, mais si vraiment les poissons, c'est un no-go, pas moyen de faire avaler une sardine à votre patiente, à votre cliente, au moins pour la question de la DHA et de l'EPA, il y a les compléments alimentaires. Donc ça, c'est quand même un plan B intéressant. Alors, thématique suivante, la fameuse thématique de la glycémie. Alors oui, évidemment, on va monitorer si vous êtes sage-femme, euh, vous avez vraiment aussi ce suivi ou gynécologue, il y a ce suivi spécifique pour déceler le diabète gestationnel. Mais ça se fait déjà autour de 20, enfin, 22, 24e semaine. L'importance de la glycémie, elle est grande dès le début de la grossesse. Pourquoi? Pour essentiellement la question de l'énergie. En fait, la glycémie, c'est quoi? C'est le taux de sucre dans le sang, ok, mais c'est surtout le reflet de l'énergie disponible pour le fonctionnement cellulaire. Et donc, si on a une glycémie qui est très forte en dents de scie, ben, on n'a jamais en fait la bonne énergie disponible. Et pendant la grossesse, on n'aime ni les hyperglycémies ni les hypoglycémies. Et c'est vrai qu'à cause des facteurs hormonaux, on est plus à risque de développer cette résistance à l'insuline qui mène au diabète. Mais même en dehors de toutes ces considérations-là, on voudrait avoir une glycémie bien stable pour pour l'énergie. Et on n'aime pas les hyperglycémies à répétition parce que quand il y a des hyperglycémies, ça va favoriser euh, la prise de poids. Donc on risque d'avoir des bébés qui sont trop gros et ce qui complique l'accouchement. Mais pas que. On sait aussi maintenant que ce type de situation va augmenter les chances de surpoids pour l'enfant durant son enfance et également à l'âge adulte. Donc de nouveau, c'est ce levier
qu'on a sur toute la vie future. On n'aime pas non plus les hypoglycémies, c'est-à-dire les déficits en énergie, parce que là aussi, en fait, et surtout en début de grossesse, il y a certaines fenêtres de développement qui sont relativement courtes. Et donc, si à ce moment-là, on a justement euh, une femme qui saute beaucoup de repas ou qui est très fort dans le grignotage sucré, ce qui mène à des pics, des creux, des pics, des creux, eh bien, on pourrait avoir sur une fenêtre de développement qui est relativement courte, des hypoglycémies à répétition et donc un déficit d'énergie juste à un moment critique, ce qui peut mener voilà, des conséquences au niveau du développement. Donc, et ça, c'est déjà bien avant la 24e semaine, bien avant l'attention spécifique pour déceler le diabète gestationnel. Donc là, c'est de nouveau une question d'alimentation, rééquilibrer les assiettes, manger les bons aliments. Il y a des indices précoces aussi de cette glycémie en dents de scie. Donc, si vous avez une maman, enfin ou une future maman, qui se plaint beaucoup de fringales tout au long de la journée de grignotage, vous pouvez déjà suspecter qu'en fait, en background, il y a une glycémie qui est en dents de scie. Euh, Pareil pour l'humeur. Si une humeur qui est très variable aussi en dents de scie, en fait, on peut voir comme un parallèle en fait entre des hyperglycémies, des hypoglycémies. Les hypoglycémies, typiquement, on pense à le coup de pompe, la fringale, mais en fait, il y a plein d'autres symptômes. Et un des symptômes, c'est aussi le fait d'être un peu plus irritable, un peu plus impatient, c'est d'avoir ce petit coup de blues où il n'y a rien qui va. Donc, ça a réellement aussi un impact au niveau du moral. Autre élément qui doit vous donner la puce à l'oreille sur une glycémie qui est à améliorer ou une stabilité qui est améliorée, c'est s'il y a une prise de poids trop rapide. Ça, c'est aussi avec en sous-jacent cette glycémie qui fait des pics et des creux. C'est quoi les solutions maintenant par rapport à tout ça? Alors, de nouveau, si on est dans ce contexte-là, dans ce cas-là, ce que vous pouvez transmettre comme information, c'est OK, attention à tout ce qui est sucré. Ça, c'est assez, je veux dire, intuitif quand on parle de glycémie, taux de sucre dans le sang. On sait qu'on doit faire gaffe par rapport à tout ce qui est sucré. Mais pas que. Et souvent, en fait, le problème, il est ailleurs. Il est plutôt sur la disproportion des féculents. Donc, moi, ce que je donne comme info, et de nouveau, même si c'est pas complet, au moins, ça peut déjà améliorer certaines choses, c'est de se dire des repas où le féculent est dominant comme par exemple dans un plat de pâtes ou une pizza ou le sandwich baguette, ça c'est plutôt des repas à éviter. Alors, soit à éviter et faire autre chose, soit si c'est quand même ça, on applique l'idée de emballer les féculents. Qu'est-ce que ça veut dire de emballer ces féculents? Ça veut dire de s'assurer de toujours avoir aussi d'autres aliments en plus de juste beaucoup de pâtes ou beaucoup de pain. Et c'est quoi ces autres aliments? C'est toujours les mêmes. C'est beaucoup de légumes, et c'est les bonnes protéines. Donc, en fait, hop, c'est de nouveau une autre façon, un autre angle d'approche pour rééquilibrer l'assiette, tout en ayant répondu à une situation qui est hyper spécifique. Et donc là, vous êtes vraiment sur quelque chose qui va avoir de l'impact. Autre chose aussi par rapport à la glycémie, déjà le fait de passer à des féculents complets, ça aide aussi. Donc si on passe à des féculents complets, qu'on évite des repas où le féculent est dominant ou qu'au moins on les emballe, ces féculents, c'est-à-dire qu'on les consomme avec beaucoup de légumes et des protéines, ça change la donne. Là, on est déjà vraiment sur une amélioration nette. Alors, le point suivant. Les toxines et les polluants. Alors ça, c'est souvent aussi un point de préoccupation pour la grossesse. J'ai envie de dire ici, pas de panique, parce que quand on commence à lire des choses, on dit c'est vraiment un gros problème. Euh, oui, mais ça sert à rien de stresser sur les choses qu'on ne peut pas changer. Donc, on prend du recul par rapport à ça et on agit là où on peut agir. Donc, pas de panique, mais quand même du concret. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'exposition aux polluants? C'est déjà de passer à une alimentation bio, alors label ou pas, mais vous comprenez la philosophie derrière.
Le fait aussi d'être sur une alimentation qui est très largement non transformée. Donc de nouveau, c'est comme les exemples que je vous disais pour la viande, c'est être sur des aliments simples. Déjà, ça va faciliter énormément de choses en termes de repères et apport de toxines, de polluants. Autre chose aussi, c'est vraiment de faire attention à tout ce qui est plastique. Donc les plastiques contiennent des perturbateurs endocriniens qui, surtout en contact avec du gras et encore plus s'ils sont chauffés, vont passer dans les aliments. Donc pas de plastique, par exemple pour les bouteilles d'huile, on achète des bouteilles en verre. Si on doit stocker un petit reste de quelque chose, on essaye de mettre soit dans un bol de lave-vaisselle en céramique, dans quelque chose en inox ou en verre, mais moins dans du plastique. Alors, si c'est une feuille de salade, c'est moins critique que si c'est une sauce tomate avec de l'huile d'olive qu'on va réchauffer dans un pot en plastique. Ça, il vaut mieux pas faire. Donc, on ne stocke pas du gras dans du plastique et on ne réchauffe pas du gras dans du plastique. Donc ça, c'est des petits gestes, mais ça, c'est déjà intéressant. On peut aussi élargir ça à tout ce qui est cosmétique et produits ménagers. Et là, plutôt être dans l'idée de on garde le strict nécessaire et on élimine tout ce qui est superflu. Donc, réduire l'exposition. On va pas tout pouvoir éviter, c'est comme ça, mais on a aussi une autre carte à jouer qui est la carte de la protection. On a aussi des possibilités de donner à nos cellules des boucliers pour être plus protégées contre les toxines et les polluants. Et c'est quoi les boucliers qui protègent nos cellules? Ce sont donc en nutrition ce qu'on appelle les antioxydants. Où est-ce qu'on trouve les antioxydants? En très grande partie dans les légumes. Dans les fruits aussi, mais j'insiste encore plus sur les légumes. Donc de nouveau, beaucoup de légumes et petit ajout ici, varier les couleurs et surtout aller chercher tout ce qui est très foncé. Par exemple, le chou rouge, la betterave, la patate douce par rapport à la pomme de terre classique. Donc tout ce qui a de la couleur, les poivrons, les tomates, euh, les aubergines. Donc le signe d'une couleur et surtout d'une couleur foncée, c'est signe de présence d'antioxydants et de polyphénol, un autre type d'antioxydant qui protège nos cellules. Donc face aux toxines et aux polluants, deux approches. On essaye de limiter l'exposition en sachant très bien qu'on ne va pas pouvoir tout éviter, mais on essaye aussi de se protéger à travers l'alimentation. Autre angle d'approche de certains conseils nutritionnels, c'est la question du poids. Alors, une prise de poids standard, c'est-à-dire avec un poids équilibré au départ, ce serait entre 9 et 12 kilos. On sait que le poids de départ est un élément important. J'ai encore repris ici les conclusions d'une étude. Donc, on voit que les femmes souffrant d'obésité, déjà, ont une moins bonne réponse à des traitements pour la fertilité si nécessaire, mais ont aussi plus de complications pendant la grossesse et à l'accouchement. D'autre part, on voit aussi que les habitudes alimentaires des parents euh, ont des répercussions sur l'enfant et les générations futures. Donc, de nouveau, vous voyez ce levier, c'est incroyable. Alors, le mécanisme de la prise de poids pendant la grossesse est particulier. Et ça explique certaines choses justement par rapport à un avant ou un après grossesse. Quand on prend du poids, quand on stocke plus de gras, ce qui est le cas sous l'effet des hormones de la grossesse, ce sont nos adipocytes qui gonflent en volume. Les adipocytes, c'est donc nos cellules de gras. Elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour faire jusqu'à 50 fois leur taille d'origine. Donc, on stocke du gras, ça veut dire que bah, c'est nos adipocytes qui vont stocker plus de gras, ils augmentent de volume. On perd du gras, les adipocytes reviennent à une taille plus petite. Donc ça, c'est le mécanisme classique. Et pendant la grossesse, on a un petit bonus qui est spécifique aux périodes de croissance et à la grossesse. En dehors de ça, on ne parle pas de ce deuxième mécanisme. Et ce deuxième mécanisme, c'est la multiplication des adipocytes. Donc, nos petites cellules de gras, elles vont pas simplement gonfler. En plus de ça, elles vont se multiplier. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'en fait, même s'il y a encore toujours moyen qu'elles reviennent à une taille inférieure, ben, c'est déjà plus compliqué et surtout, on reste avec
un potentiel de prise de poids par la suite qui est plus important. Donc une femme qui aurait pris beaucoup trop de poids par rapport à la norme qu'on a là, la norme théorique ramenée à sa situation de départ à elle, eh bien elle risque d'avoir cumulé les deux effets, augmentation du volume et multiplication des adipocytes. Donc ce qui va faire qu'elle va rester avec un risque de surpoids aussi après la grossesse. Et ça, c'est vraiment cette différence de avant et après la grossesse, même si avant, elle arrivait à perdre du poids facilement à cause de ce mécanisme et de ce petit capital d'adipocytes supplémentaires. Parce que oui, à l'accouchement, ils s'en vont pas, ceux-là, hein, ils restent. Donc, il y a vraiment un côté avant et après. Alors, je vous dis ça, mais aussi, donc on veut pas qu'il y ait une prise de poids trop importante. C'est pas non plus pendant la grossesse le moment de faire des régimes, surtout les régimes hypocaloriques. Donc, on a des besoins à combler au niveau nutritionnel dans la grossesse. On essaye de monitorer la prise de poids, mais on ne tombe pas dans des régimes où on va vraiment couper dans les quantités. C'est pas le moment. Et puis, ben aussi, dans cette question du poids, il y a la question de l'activité physique. Et là, je trouvais intéressant aussi de vous montrer cette étude ici où on voit que donc, le mode de vie de la maman, et en particulier sa nutrition et l'exercice physique qu'elle fait pendant la grossesse, a une influence critique sur le développement musculaire de l'enfant et aussi de sa santé métabolique par la suite. Donc là aussi, on voit que c'est vraiment une période où les petits gestes du quotidien, à la fois les bons et les mauvais, ben, vont avoir une répercussion sur le développement, la santé de l'enfant par la suite. Alors, donc avec toutes ces petites capsules, j'espère qu'avec ça, vous avez quand même déjà des infos concrètes, que c'est clair pour vous, que vous avez trouvé ça intéressant aussi. Est-ce que ça vous parle, ce type de recommandation? Est-ce qu'à votre avis, c'est utile pour les femmes que vous accompagnez? Est-ce que c'est des choses qui, selon vous, justement, pourraient aider les femmes? Pour moi, enfin, voilà, quand je vois ça, pour moi, le message, c'est vraiment de dire, vous voyez comme quoi, avec quelques notions bien comprises, il y a moyen déjà de formuler des recommandations concrètes, des petites pépites d'action qui auront de l'impact. Et j'ai beaucoup utilisé ce mot-là de l'impact parce que c'est pour moi ce qui va illustrer la différence entre être informé et être formé à quelque chose. Et cette différence, c'est ce qu'il y a comme différence entre simplement donner une information ou réellement transmettre un conseil qui est concret, qui est judicieux, parce que vous comprenez le contexte. Et c'est pour ça que j'explique, voilà, toutes les petites choses qui tournent autour où finalement le conseil, il est simple et succinct, mais on a compris tout ce qui tourne autour. Alors justement, cette notion de contexte, vous l'avez déjà. Vous accompagnez des femmes, vous êtes dans la position parfaite pour construire et greffer là-dessus des connaissances, on va dire, solides en nutrition et les transmettre de la meilleure façon. Bon, alors évidemment, au niveau du contenu, il y a plus que ce qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment essayé de cibler des petits modules pour avoir voilà, des choses concrètes à vous transmettre. Mais la nutrition pendant la grossesse, c'est un sujet qui est passionnant, qui est hyper riche, qui est super concret. Et puis garder en tête ce levier qu'on a en fait pendant cette période-là sur tout ce qui suit. Euh, c'est un service, c'est un cadeau en fait qu'on fait à la maman et à son bébé euh, avec des petites choses qui auront tellement d'impact. Enfin, bref, je pense que vous l'aurez compris. Moi, je trouve ça vraiment incroyable, passionnant. J'adore cette matière, j'adore transmettre ça. C'est pour ça aussi, voilà, si ça vous tente, ce genre de choses-là, si ça vous parle, j'ai créé une formation qui s'appelle Les incontournables de la nutrition pendant la grossesse.
C'est une formation qui s'adresse donc aux professionnels comme vous et qui a pour but de compléter votre prise en charge par des conseils donc, nutritionnels judicieux, pointus, de répondre aux questions de vos patientes et d'utiliser des outils qui sont adaptés à votre pratique. Donc, j'insiste sur ce côté outils adaptés à la pratique. Mon style, je pense que vous l'aurez compris, c'est de comprendre les choses, d'avoir une base scientifique qui est solide, qui est là, et à partir de là, mettre en place des choses qui sont concrètes, qui sont tangibles, qui sont simples et accessibles aussi, et ça notamment grâce à ces outils. Donc cette formation, elle est vraiment orientée vers la pratique, vers la consultation. C'est pas juste un cours théorique. Pour ceux qui auraient suivi le module au CFNA, donc le module que j'ai donné sur la préconception et la grossesse, là, on est vraiment sur le cours théorique. Ici, vous avez les bases scientifiques pour bien comprendre les mécanismes et on part de là pour vraiment aller apporter les recommandations pratiques, tangibles. Vous bénéficiez aussi de mon expérience de terrain. Les outils que je vous donne là, c'est les outils que moi, j'utilise aussi en consultation. Il y a tout ce volet vraiment transmission. Pour moi, c'est important aussi d'avoir cette bonne compréhension pour donner les bons conseils, mais aussi de les transmettre de la bonne façon. On reste dans de la bienveillance, on utilise les bons mots, euh, voilà, on est rassurant, mais on engage aussi à l'action. Il ne s'agit pas juste d'avoir 10 injonctions en plus de il faut faire ça, il faut faire ça. Donc voilà, ça fait partie de cette relation que je suis sûre, voilà, vous avez aussi avec les femmes que vous accompagnez. Alors concrètement, dans cette formation, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a 5 modules. On voit les mécanismes nutritionnels clés, donc ça c'est vraiment cette base de compréhension. Et puis on voit plus concrètement toutes les étapes nutritionnelles de la grossesse et tout ce qui est recommandations alimentaires associées à ça. Il y a aussi tout un chapitre qui est consacré à tout ce qui est désagréments, complications de la grossesse avec les solutions nutritionnelles et lifestyle. Donc toujours cette approche naturelle qu'on a, toutes les cartes qu'on a à jouer par rapport à ces situations-là. Dans la formation, on voit aussi la revue des compléments alimentaires. Euh, donc là, pareil, je vous explique le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça, dans quel cas oui, dans quel cas non. Et puis, le côté pratique, vous avez un récap, c'est un tableau où je reprends, c'est tel complément à tel moment pour tel type de situation. Là, on arrête, on fait ça. Donc, vous avez après vraiment ces outils qui sont concrets, qui sont utilisables. Mon but, c'est vraiment de vous faciliter la tâche en consultation. Et puis, il y a aussi des cas pratiques pour mettre tout ça dans le contexte, pour que voilà, ça vous illustre aussi la réalité du terrain. Donc concrètement, cette formation, c'est une formation qui est en ligne, donc c'est des vidéos, c'est moi que vous voyez dans les vidéos. Tout ça, c'est sur une plateforme de cours dédiée, donc vous y accédez avec un login, un mot de passe, vous avez tous les différents chapitres, donc c'est très facile, c'est très didactique d'utilisation. Pour chaque module, pour chaque vidéo, vous avez chaque fois les notes de cours que vous pouvez télécharger pour annoter pendant que vous écoutez. Il y a tous les outils pratiques, donc c'est des fiches, des documents, des tableaux à télécharger, etc., que vous pourrez utiliser. Il y a aussi dans cette situation, dans cette formation, quelques sessions de groupe en live, donc à distance, mais en live sur certaines thématiques ou pour discuter de certaines choses. Maintenant, si vous ne pouvez pas assister au live, tout est enregistré et tout est ajouté aussi à la plateforme de cours. Donc, vous avez de toute façon accès à tout. Et aussi, vous avez toutes les mises à jour. Donc, cette formation, je la donne depuis plusieurs années et les connaissances continuent à évoluer. On rajoute des cas pratiques. Et donc, tout ça, ça vient s'ajouter à votre cours. Donc, tout le monde a toujours la dernière version. S'il y a des choses que j'ajoute dans le futur, vous les aurez aussi. Et puis, quand vous avez parcouru, quand vous avez suivi tous les modules, il y a aussi un certificat qui atteste que vous avez suivi cette formation. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la formation. Euh, Vous avez aussi, en plus de ça, une session individuelle avec moi pour poser vos questions. Vous la faites quand vous voulez. Vous voulez la faire au début, vous voulez la faire plus tard, après les modules, quand vous avez déjà mis en pratique, comme vous voulez. C'est quand vous voulez. Elle est là pour vous. J'ai aussi fait des menus types avec des fiches recettes, des petites fiches d'infos spécifiques
par rapport à la grossesse que vous pouvez imprimer, télécharger, donner à vos patientes, à vos clientes. On ajoute encore à ça aussi une formation sur la préconception. Donc, j'ai fait une petite formation concise sur la préconception et elle est aussi ajoutée à ce parcours-ci. Et puis, il y a une hotline pour poser vos questions au groupe. Donc, ça, si vous le désirez, vous pouvez vous ajouter dans un groupe WhatsApp avec tous les anciens, les nouveaux des formations et poser des questions. Moi, je peux aussi intervenir sur ce groupe. Donc, j'essaye que ça soit, je veux dire, le plus complet pour vous. Donc, je vous le disais, cette formation, elle existe déjà depuis quelques années et donc j'ai déjà pas mal de retours. J'en profite pour vous en lister quelques-uns, comme ça vous voyez ce que les gens en pensent. Donc ici, des formations super utiles, on repart avec des outils pour notre pratique, on comprend les mécanismes et on peut faire les liens entre certaines habitudes et des soucis durant la grossesse. La formation a vraiment répondu à mes attentes. J'ai apprécié la précision, la rigueur scientifique et aussi les outils super pratiques à utiliser dans nos consultations, comme le tableau des compléments alimentaires. Véronique connaît son métier et transmet son savoir avec passion. La formation est super complète. Ou encore, formation très claire et bien adaptée à ma pratique et menu au top. Alors, tout ça, euh, pour cette formation, donc votre investissement pour le cœur de la formation avec les modules, les notes de cours, les outils, les sessions, certificats, etc. Et les ajouts, donc la session individuelle, les menus types, la formation préconception et la hotline, ça a une valeur de 999 euros. Maintenant, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que je vous offre une partie de cette formation. Donc, toute la partie session one-to-one, les menus types, formation préconception, tout ce qui est hotline, je vous l'offre, c'est une valeur de 400 euros. Donc, vous avez une formation qui n'est pas à 999 euros, mais à 599 euros.